finalement. Je pense que les interpellations de notre frère vont faire l'objet de beaucoup de débats, je suppose. Moi, le premier, je débattrai volontiers de tout ce qu'il a dit, mais là n'est pas mon propos. Mon propos, c'est de vous proposer d'écouter dans le cheminement de recherche, il faut une solution. Effectivement, souvent, on va traverser la frontière de la guerre pour basculer vers celle de la recherche de la paix. Et la paix peut être négociée, la paix peut être aussi la paix des vaincus ou des vainqueurs. Alors, on va donc appeler notre frère Claude Lecagne, qui s'intéresse beaucoup à ces questions, aux questions de violence politique en Afrique, notamment en Afrique centrale. Et il a souvent témoigné ici de ce qu'il sait de la situation congolaise, parce qu'il est du Cameroun. Et il vient donc, il est chroniqueur politique, enseignant et chef d'entreprise. Et il viendra ici nous entretenir sur la question, effectivement, du processus, les enjeux stratégiques du processus de sanction, réparation, pardon. Donc, Claude. Lorsque nous avons réfléchi sur la problématique de la mise en place, de la réflexion autour du devoir de mémoire, nous avons pensé que souvent, des Congolais du Congo-Brazzaville n'ont pas suffisamment conscience que ce qui s'est passé au Congo a pu se passer ailleurs en Afrique noire et que ces désordres, ces violences, cette violence politique est symptomatique de l'héritage que nous avons reçu du système colonial dans lequel nous avons vécu en coupe réglée jusqu'à la déclaration formelle des indépendances. Mon rôle en tant que... Je suis un journaliste qui a beaucoup réfléchi et écrit sur les questions politiques, notamment les désordres à caractère violent lorsqu'ils surgissent en Afrique au sud du Sahara. Et je suis arrivé en discutant avec mes confrères à la conclusion que ce qui s'est passé au Congo est un symptôme. Et mon avis, qui suis originaire d'un pays voisin du Congo, je ne veux pas citer le Cameroun, c'est que les questions du devoir de mémoire, les questions des violences qui ont ensanglanté le Congo, qui ont plongé des familles entières dans la souffrance, dans la désolation, sont des questions que vous retrouvez en République démocratique du Congo, que vous retrouvez au Cameroun, que vous retrouvez au Gabon, que vous retrouvez sur la façade occidentale de l'Afrique. Et la question que j'ai posée, c'est si on prenait le devoir de mémoire comme le point de départ d'une réflexion, il serait intéressant, pour que ce soit une réflexion complète, d'analyser parfois, pays par pays, la situation pour se rendre compte que si on veut régler la question de la justice au Congo, il faudrait peut-être envisager de régler la question de la justice en Afrique noire. Je ne parle pas de l'Afrique blanche, ça serait un débat plus vaste. Je parle de l'Afrique noire. Et la deuxième particularité de mon intervention, c'était de montrer que chez nous, on est insuffisamment informé des processus de réparation, des processus de pardon, parce que, quoi que vous disiez, quand vous êtes appelé à vivre dans un pays dans lequel vous appartenez à plusieurs groupes ethniques, que vos frères épousent des femmes qui appartiennent à des groupes ethniques autres que les vôtres, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes dans un processus de création d'une nation. Ce que l'autorité politique ne sait pas faire, la sociologie, parfois le réussit. Je viens du Cameroun qui, au moment de l'indépendance, comptait 450 ethnies. Et chez nous, les Bamileke, quand vous alliez faire un voyage à Yaoundé, on vous disait « N'y va pas, tu seras mangé par ces sauvages ». Ou si vous alliez chez les Bassa, qui sont connus au Cameroun pour être un peu l'autre face des Bété, on disait « C'est des violents, tu ne reviendras jamais entier ». Et si je devais prendre l'exemple de ma propre famille aujourd'hui, quand je regarde mes frères ou mes sœurs, il n'y a aucun qui est avec une femme de ma région. Ça veut dire que si demain s'instaurait des désordres et des violences politiques, mes neveux, qui sont Bamileke d'un côté, ou Bassa de l'autre, ou Oemondo de l'autre, ou Béti de l'autre, auraient un vrai problème de choix pour déterminer le camp dans lequel ils seront amenés à se battre.
Il y a des processus de création de nations qui se mettent en place, qui sont totalement indépendants des choix politiques et de la violence que l'autorité publique peut exercer contre les populations. C'est pour ça que j'ai voulu que dans un débat qui au départ était assez noir, qui au départ était assez triste, qu'on ouvre la fenêtre sur l'idée que ces gens-là qui ont été en désaccord sont amenés de toute façon à vivre ensemble. Si vous prenez l'exemple du Congo, où nous autres observateurs avons constaté, tous les Congolais ne le disent pas parce qu'ils estiment que ce sont des blessures qui sont tellement profondément ancrées qu'il vaut mieux ne même pas en parler. Si vous prenez l'exemple du Congo où il y a une sorte de fracture créée artificiellement entre le Congo du Nord et le Congo du Sud, comment allez-vous m'expliquer que vous allez faire en sorte que les Congolais demain refondent une vraie nation fraternelle, soient fiers de porter le même passeport, si la seule façon de résoudre le problème, c'est de dire qu'on va créer une République du Congo du Sud et une République du Congo du Nord? Si la seule façon de réfléchir, c'est de dire que de toute façon, il faudra qu'à un moment, les plus forts aient le dernier mot. Si c'est ainsi que vous abordez le problème, je vais vous donner un exemple contemporain que j'ai également étudié. J'ai lu le livre de ce général canadien qui était en poste au Rwanda, au plus fort de ces désordres qui ont occasionné 800 000 morts. J'ai été très frappé par un très court passage dans lequel il évoque les conditions dans lesquelles ceux qui avaient été transportés dans les pays de la façade est de l'Afrique sont revenus dans le pays d'origine de leurs parents. Si vous obligez des gens à partir dans des conditions de violence, telles que pendant une génération, pendant 2 générations, pendant 3 générations, ils transmettent à leurs enfants, à leurs descendants, je suis venu ici pour pouvoir sauver ma vie et te donner la vie à toi. Mais il faudra par tous les moyens que tu retournes au Rwanda, reprendre ce qui était à moi. Ben vous voyez ce que ça donne. Des gens qui un jour grandissent dans l'armée ougandaise, ont la nationalité ougandaise, ont le passeport ougandais, mais n'oublient pas ce que leurs parents leur ont dit. Vous êtes des Rwandais et vous devrez revenir au Rwanda par tous les moyens. Alors que ceux qui les avaient chassés ou avaient contribué à les chasser ou étaient juste spectateurs des conditions dans lesquelles ils sont partis, sont tranquillement installés à Kigali et se disent « on est en train de construire une nation dans laquelle règne la paix ». Un jour, ils apprennent que les frontières ont explosé et que les descendants des gens qui étaient partis précipitamment sont en train de revenir, non pas seulement à la conquête de leur village, non pas seulement à la conquête de leur maison, mais à la conquête du pays tout entier. Ça fait froid dans le dos. Donc, mon propos tend à dire que, et c'est d'ailleurs l'intitulé que j'avais proposé à Eugénie, je vais vous le lire ici, pour qu'on puisse rapidement réfléchir autour de cet intitulé-là, de la guerre à la paix, les enjeux stratégiques du processus de sanction, de réparation et de pardon. Ça veut dire que je vais, pour abonder mes prédécesseurs, notamment Lucien Pambou, vous donner ici l'analyse du voisinage, parce que souvent, quand on est frappé par un trouble, on croit que c'est seulement chez nous. Au Cameroun à côté, l'indépendance, les conditions dans lesquelles les Camerounais considèrent que le président Ahidjo est un fantoche et que cet homme-là, en aucune circonstance, il ne prendra le pouvoir, quoi qu'il arrive. On déclare l'indépendance en 1960, 10 ans après, en 1970, les insurgés sont toujours dans les maquis. La violence est telle que le territoire camerounais est le seul de l'histoire de la décolonisation française où on est obligé d'utiliser le napalm pour faire arrêter l'insurrection. Le niveau de violence est tel que jusqu'aujourd'hui, il y a des familles qui n'ont pas encore posé la question de la réparation. Et ce qui est très, très amusant, parce que l'histoire est extraordinaire, l'histoire, elle marque le pas et très souvent, elle nous donne des enseignements extraordinaire sur l'humilité avec laquelle nous devons diriger nos peuples, c'est que le président Ahidjo, quand il décédera des années plus tard, il n'aura plus de passeport camerounais, il sera quasiment frappé d'apatridie et son corps repose depuis au Sénégal. Son premier ministre, qui l'avait désigné comme successeur constitutionnel pour le remplacer, ne l'a jamais réhabilité, ne lui a jamais rendu les honneurs nationaux et n'a jamais permis que son corps vienne se reposer en terre camerounaise dont il fut le premier président de la République. Donc, tout ce que politiquement vous semez, il y a un moment où vous ou vos héritiers finissent par le récolter. Et souvent, ce que les victimes ne savent pas, c'est que la justice est un peu comme les grands paquebots, elle est comme l'histoire.
elle n'avance pas au rythme de nos attentes à nous. Elle n'avance pas au rythme de nos frustrations, de nos blessures, de notre sang qui coule, de nos enfants qui sont déportés. Elle a son rythme à elle. Et c'est pour ça que lorsqu'on est confronté aux situations qui sont évoquées aujourd'hui, il faut mettre en place de vrais processus de réflexion. J'ai dit il y a 3 ans, lorsque nous avons commencé la réflexion autour du devoir de mémoire, que c'était un travail extrêmement important. Et souvent, les choses comme cela, ce ne sont pas les choses les plus populaires. Si vous aviez organisé un repas dans le 18e arrondissement avec beaucoup de saka-saka et beaucoup de poissons braisés, il y aurait peut-être 300 personnes dans la salle. Mais ce repas n'aurait pas eu la valeur pédagogique, la valeur historique, la valeur d'enseignement et de partage que la réflexion que nous avons aujourd'hui peut avoir et qu'elle aura. Et ne vous inquiétez pas, si au cours d'un débat comme celui-ci, nous sommes 7, 8, 9 ou 10, cela n'a pas d'importance. Parce que c'est une sorte de germination. C'est une réflexion que nous mettons en place, que vous partagez avec nous, que nous partageons ensemble dans le temps. Et après, on commence à partager avec les populations du Congo et des autres pays. Et ces populations commencent à se dire, la question de la réparation va se poser. La question de la reconnaissance va se poser. Parfois, elle se pose même au moment où les auteurs de violence ne sont plus de ce monde. Elle se pose parfois au moment où c'est les héritiers, c'est les ayants droit qui sont les uns face aux autres. Et il y a des chercheurs qui ont mis en place de vrais processus qui consistent à procéder de manière pédagogique, à établir de façon individuelle les sinistres, à évaluer les responsabilités des auteurs, à évaluer l'importance. En droit, on appelle cela l'amplitude. L'amplitude de la souffrance qu'a éprouvée la victime. Et on met en place un processus par sphère où on fait en sorte que les victimes et les bourreaux puissent converger, puissent dialoguer, de manière à ce que ces processus ont des processus qui sont liés à la reconnaissance, à l'établissement, à l'évaluation des réparations et, très important, à la mise en place de mécanismes qui feront qu'on puisse dire plus jamais cela. Les juristes internationaux établissent une différence entre le mécanisme juridique et politique et le mécanisme de réconciliation qui a une dimension plus sociologique. C'est-à-dire, vous prenez un exemple comme la Côte d'Ivoire. Il y a une guerre, il y a les pro-Ouattara, il y a les pro-Gbagbo, et on décide qu'il faut mettre en place une commission. On reste au niveau politique. La commission est dirigée par un ancien directeur de banque, par un ancien premier ministre du président Gbagbo, qui estime qu'à un moment, il ne dispose pas des moyens suffisants pour mener sa mission, et qui, du jour au lendemain, avant qu'on ne connaisse la nature réelle du rapport de la mission qu'il a menée, il se déclare candidat à la présidence de la République. Quid des morts de Djouekwe? Quid des morts de Tulle-Ouest? Quid des innocents? Quid des militaires? Les politiques mènent un combat qui n'a rien à voir avec le combat et les attentes des peuples. C'est là que la sociologie intervient pour dire, si les politiques ont décidé, pour faire reculer les désaccords et les violences, de mettre en place un gouvernement d'union nationale, les sociologues vont poser la question de comment vous expliquerez que des gens qui ont soutenu Mordicus Alassane Ouattara s'asseiront un jour à la même table que les gens qui ont soutenu Mordicus Laurent Gbagbo et que je vois régulièrement partir par grappes entières à La Haye pour dire c'est lui qui avait été élu. Si vous voyez que dans un pays, que ce soit au Congo ou en Côte d'Ivoire, on n'arrive pas à mettre les gens autour de la même table pour dire il faut se réconcilier et il faut reconstruire ce pays, c'est pour une raison simple. C'est qu'on n'a pas réussi à établir clairement les responsabilités et à mettre les bourreaux en face de leurs victimes pour qu'on mette en place le vrai processus de convergence initié par Nelson Mandela en Afrique du Sud. Et si vous voyez que ça a marché en Afrique du Sud, c'est parce que cet homme-là avait compris qu'à un moment,
quel que soit le prix à payer, il faut un jour mettre le bourreau en face de sa victime. Ce qu'on a réussi en Afrique noire, en Afrique du Sud, on ne l'a réussi nulle part en Afrique noire. Au Burkina Faso, le général qui a mis fin à la vie de Thomas Sankara était le commandant de la sécurité présidentielle, jusqu'à ce qu'il perpètre le coup d'État qu'il a conduit là où il est aujourd'hui. Cet homme-là n'a jamais rendu compte. Il n'a jamais rendu compte. Et quand on parle de processus de réconciliation, la mémoire des populations est infaillible. Lorsqu'on parlait au président Blaise Compaoré des victimes du coup d'État qui a coûté la vie au président Sankara, des conditions dans lesquelles le journaliste Norbert Zongo a été tué, des conditions dans lesquelles les deux derniers membres du Quator qui avaient pris le pouvoir pour changer le Burkina Faso, le capitaine Zongo et le commandant Jean-Baptiste Lingani, les conditions dans lesquelles ils avaient été tués, sans qu'aucun procès public ne leur soit fait, sans qu'il n'ait la possibilité de se défendre dans le cadre d'un procès contradictoire. Lorsqu'on lui en parlait, il disait que la justice est passée et qu'une fois que la justice est passée, on ne peut pas revenir là-dessus. Ils ont reconnu leur culpabilité et c'est pour ça qu'ils ont été passés par les armes. Je vous ai dit tout à l'heure que l'histoire aime marquer le pas. Le président Blaise Compaoré a quitté le pouvoir dans les conditions qu'on sait. Il s'est réfugié en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire s'est empressée de lui donner sa nationalité. Sauf que si effectivement la loi ivoirienne dispose qu'on ne peut pas extrader son ressortissant, la loi burkinabé prévoit que même si vous avez changé de nationalité, vous êtes passible de poursuite pour tous les actes que vous avez commis quand vous aviez la nationalité burkinabé. Et d'une manière ou d'une autre, il faut un jour faire face à ces responsabilités. Le débat que nous avons engagé ici est un débat extrêmement important du point de vue pédagogique qui a vocation à poser la question de la responsabilité, de la réparation, de la détermination des responsabilités individuelles et de la réconciliation. Je voudrais vous donner lecture très rapidement, je ne serai pas trop long, je m'arrêterai là. J'avais prévu d'entrer dans les débats, d'entrer dans des illustrations à caractère juridique, pour que vous compreniez bien, pour que nous puissions bien échanger sur l'importance du travail que nous avons engagé ici depuis bientôt 3 ans. Mais le temps presse, nous avons commencé tard, et je voudrais rendre à mes prédécesseurs l'hommage, la courtoisie qu'ils vous ont rendu en n'étant pas trop long. Je suis au regret de passer par la trappe une partie de mon intervention, tout en attirant votre attention sur le fait que les échanges que nous avons depuis 3 ans sont consignés et vous pourrez les retrouver sur un site internet dont mon frère Jean-Richard a la responsabilité. Nous avons choisi, j'ai l'autorisation de le dire, que cet échange ait lieu 1, 2 ou 3 fois par an, de manière à ce que les conclusions que nous allons tirer ici puissent s'imposer, y compris aux responsables politiques. Alors, lorsque les Ivoiriens se rencontrent à Marcoussis, on signe les accords de Marcoussis et le président Gbagbo rentre à Libreville. Et j'écris ce document qui m'a frappé lorsqu'on a mis en place le devoir de mémoire, tellement il était d'actualité. Le film Goodbye Bafana évoque avec beaucoup d'émotion les relations entre l'ancien prisonnier politique noir le plus célèbre au monde et son ancien geôlier blanc. L'improbable dialogue qui s'instaure entre les deux hommes préfigure la logique exceptionnelle de pardon sur laquelle Nelson Mandela s'appuiera pour accoucher au forceps de l'Afrique du Sud multiraciale. L'apartheid tenait systématiquement les Noirs à l'écart du développement de leur propre pays. Plusieurs d'entre eux ont dû se résoudre à s'exiler, de nombreux autres ont été exécutés sauvagement. On ne pouvait pas tourner la page de l'apartheid sans laver l'océan de sang versé en son nom. Mais les crimes de l'apartheid furent si nombreux et si féroces qu'une justice quantitative aurait difficilement su faire l'économie d'un nouveau bain de sang. C'est dans ce contexte exceptionnel que Nelson Mandela apparaît comme un homme providentiel qui substitue à la justice quantitative du talion une justice qualitative qui fait appel à ce qu'il y a de plus humain chez chaque homme, le pardon. Si l'une des parties reconnaît et regrette sincèrement chacun de ses crimes, l'autre partie lui accordera son pardon et lui fera grâce de l'expiation. Le Rwanda, qui fut le théâtre du génocide le plus sanglant de l'après-guerre, s'est inspiré du modèle sud-africain pour faire cohabiter les bourreaux d'hier et leurs victimes. Entre les deux camps, un collège d'arbitres invisibles,
le million de morts dont le sol rwandais n'a pas fini d'absorber le sang. En Côte d'Ivoire, le dialogue direct entre le président et le chef des rebelles du Nord indique que le pays se dirige enfin vers la paix. La première décision du chef de l'État dans ce sens est une mesure d'amnistie qui, pardonnez-moi, à l'exception des crimes économiques, exonère tous les acteurs de la guerre ivoirienne des exactions dont ils auraient eu à répondre devant la justice. La perspective de la paix jette un voile pudique sur les assassinats, les viols, les spoliations de toute nature dont les auteurs sont pourtant clairement identifiés. La paix retrouvée à un prix qu'on juge supérieur au prix des crimes commis. À force de renoncer, au nom de la paix, à punir les criminels, à faire justice à leurs victimes, nous laisserons croire à nos enfants que la raison du plus fort est toujours la meilleure. Le Moyen-Âge n'a jamais été aussi proche de nous. J'ai publié ce papier à l'époque et vous connaissez la suite des événements. Il n'y a pas de développement. Ceux qui nous font croire qu'on peut construire en se fondant sur l'injustice, ils nous trompent. Il n'y aura pas de développement là où il n'y aura pas de justice formelle. Je vous remercie.